Bonjour et bienvenue sur la ressourcerie de l'écrivain. On se retrouve ce samedi pour la lecture d'un nouveau recueil de contes, cette fois-ci de Hans Christian Andersen, dont on va découvrir le monde après les Mille et une nuits et après les frères Grimm. Et là, on va se tourner du côté du Danemark parce que Hans Christian Andersen est danois. J'ai deux recueils de contes de Hans Christian Andersen qui sont appelés Contes merveilleux. J'ai une quarantaine de contes sur le premier, j'ai pas regardé sur le second. Il aurait écrit plus de 100 contes au total. Je n'ai pas trouvé de nom de traducteur, c'est possible que ce soit Pierre Georget de La Chênaie. Je ne sais pas encore si je vais faire de vlog lecture parce que je suis pas certaine que ce soit très pertinent pour des contes qui sont relativement courts pour la plupart. Donc, on verra. Je vous souhaite une bonne écoute. L'aiguille à repriser. Il y avait un jour une aiguille à repriser. Elle se trouvait elle-même si fine qu'elle s'imaginait être une aiguille à coudre. Maintenant, faites bien attention et tenez-moi bien, dit la grosse aiguille au doigt qui allait la prendre. Ne me laissez pas tomber, car si je tombe par terre, je suis sûre qu'on ne me retrouvera jamais. Je suis si fine. Laisse faire, dirent les doigts, et ils la saisirent par le corps. Regardez un peu, j'arrive avec ma suite, dit la grosse aiguille en tirant après elle un long fil. Mais le fil n'avait point de nœud. Les doigts dirigèrent l'aiguille vers la pantoufle de la cuisinière. Le cuir en était déchiré dans la partie supérieure et il fallait le raccommoder. « Quel travail grossier !» dit l'aiguille. « Jamais je ne pourrai traverser. Je me brise, je me brise !» Et en effet, elle se brisa. « Ne l'ai-je pas dit ?» s'écria-t-elle. « Je suis trop fine. » Elle ne vaut plus rien maintenant, dirent les doigts. Pourtant, il la tenait toujours. La cuisinière lui fit une tête de cire et s'en servit pour attacher son fichu. « Me voilà devenue broche, dit l'aiguille. Je savais bien que j'arriverais à de grands honneurs. Lorsqu'on est quelque chose, on ne peut manquer de devenir quelque chose. » Et elle se donnait un air aussi fier que le cocher d'un carrosse d'apparat, et elle regardait de tous côtés. « Oserais-je vous demander si vous êtes d'or ?» dit l'épingle sa voisine. « Vous avez un bel extérieur et une tête extraordinaire. Seulement, elle est un peu trop petite. Faites des efforts pour qu'elle devienne plus grosse, afin de n'avoir pas plus besoin de cire que les autres. » Et là-dessus, notre orgueilleuse se roidit et redressa si fort la tête qu'elle tomba du fichu dans l'évier que la cuisinière était en train de laver. « Je vais donc voyager, dit l'aiguille, pourvu que je ne me perde pas. » Elle se perdit en effet. « Je suis trop fine pour ce monde-là, dit-elle, pendant qu'elle gisait sur l'évier. Mais je sais ce que je suis, et c'est toujours une petite satisfaction. » Et elle conservait son maintien fier et toute sa bonne humeur. Et une foule de choses passèrent au-dessus d'elle en nageant, des brins de bois, des pailles et des morceaux de vieilles gazettes. « Regardez un peu comme tout ça nage, dit-elle. Ils ne savent pas seulement ce qui se trouve par hasard au-dessous d'eux. C'est moi pourtant. Voilà un brin de bois qui passe. Il ne pense à rien au monde qu'à lui-même, à un brin de bois. Tiens, voilà une paille qui voyage. Comme elle tourne, comme elle s'agite. Ne va donc pas ainsi sans faire attention. Tu pourrais te cogner contre une pierre. Et ce morceau de journal, comme il se pavane. Cependant, il y a longtemps qu'on a oublié ce qu'il disait. Moi seule, je reste patiente et tranquille. Je sais ma valeur et je la garderai toujours. » Un jour, elle sentit quelque chose à côté d'elle, quelque chose qui avait un éclat magnifique et que l'aiguille prit pour un diamant. C'était un tesson de bouteille. L'aiguille lui adressa la parole parce qu'il luisait et se présentait comme une broche.
Vous êtes sans doute un diamant ? Quelque chose d'approchant. Et alors, chacun d'eux fut persuadé que l'autre était d'un grand prix. Et leur conversation roula principalement sur l'orgueil qui règne dans le monde. « J'ai habité une boîte qui appartenait à une demoiselle, » dit l'aiguille. Cette demoiselle était cuisinière. À chaque main, elle avait 5 doigts. Je n'ai jamais rien connu d'aussi prétentieux et d'aussi fier que ces doigts. Et cependant, il n'était fait que pour me sortir de la boîte et pour m'y mettre. Ces doigts-là étaient-ils nobles de naissance ? Demanda le tesson. Nobles ? Reprit l'aiguille. Non, mais vaniteux. Ils étaient 5 frères, et tous étaient nés doigts. Ils se tenaient orgueilleusement l'un à côté de l'autre, quoique de différentes longueurs. Le plus en dehors, le pouce, court et épais, restait à l'écart. Comme il n'avait qu'une articulation, il ne pouvait s'incliner qu'en un seul endroit. Mais il disait toujours que, si un homme l'avait une fois perdu, il ne serait plus bon pour le service militaire. Le second doigt goûtait les confitures et aussi la moutarde. Il montrait le soleil et la lune, et c'était lui qui appuyait sur la plume lorsqu'on voulait écrire. Le troisième regardait par-dessus les épaules de tous les autres. Le quatrième portait une ceinture d'or, et le petit dernier ne faisait rien du tout. Aussi en était-il extraordinairement fier. On ne trouvait rien chez eux que de la forfanterie, et encore de la forfanterie. Aussi, je les ai quittés. À ce moment, on versa de l'eau dans l'évier. L'eau coula par-dessus les bords et les entraîna. « Voilà que nous avançons enfin, » dit l'aiguille. Le tesson continua sa route, mais l'aiguille s'arrêta dans le ruisseau. « Là, je ne bouge plus, je suis trop fine, mais j'ai bien droit d'en être fière. » Effectivement, elle resta là, tout entière à ses grandes pensées. « Je finirai par croire que je suis née d'un rayon de soleil, tant je suis fine. Il me semble que les rayons du soleil viennent me chercher jusque dans l'eau, mais je suis si fine que ma mère ne peut pas me trouver. Si encore j'avais l'œil qu'on m'a enlevé, je pourrais pleurer du moins. Non, je ne voudrais pas pleurer, ce n'est pas digne de moi. » Un jour, des gamins vinrent fouiller dans le ruisseau. Ils cherchaient de vieux clous, des liards et autres richesses semblables. Le travail n'était pas ragoûtant, mais que voulez-vous ? Ils y trouvaient leur plaisir, et chacun prend le sien où il le trouve. « Oh là là !» s'écria l'un d'eux en se piquant à l'aiguille. « En voilà une gueuse !»« Je ne suis pas une gueuse, je suis une demoiselle, distinguée !» dit l'aiguille. Mais personne ne l'entendait. En attendant, la cire s'était détachée, et l'aiguille était redevenue noire des pieds à la tête. Mais le noir fait paraître la taille plus svelte. Elle se croyait donc plus fine que jamais. « Voilà une coque d'œuf qui arrive, » dirent les gamins. Et ils attachèrent l'aiguille à la coque. « À la bonne heure, » dit-elle. « Maintenant, je dois faire de l'effet, puisque je suis noire et que les murailles qui m'entourent sont toutes blanches. On m'aperçoit au moins. Pourvu que je n'attrape pas le mal de mer, cela me briserait. » Elle n'eut pas le mal de mer et ne fut point brisée. Quelle chance d'avoir un ventre d'acier quand on voyage sur mer. C'est par là que je vaux mieux qu'un homme. Qui peut se flatter d'avoir un ventre pareil ? Plus on est fin, moins on est exposé. Crac, fit la coque. C'est une voiture de roulier qui passait sur elle. Ciel, que je me sens oppressée, dit l'aiguille. Je crois que j'ai le mal de mer. Je suis toute brisée. Elle ne l'était pas, quoique la voiture eût passé sur elle. Elle gisait, comme auparavant, étendue de tout son long dans le ruisseau. Qu'elle y reste. Les amours d'un faux col. Il y avait une fois un élégant cavalier, dont tout le mobilier se composait d'un tire-botte et d'une brosse à cheveux. Mais il avait le plus beau faux col qu'on eût jamais vu. Ce faux col était parvenu à l'âge où l'on peut raisonnablement penser au mariage, et un jour, par hasard, il se trouva dans le cuvier à lessive en compagnie d'une jarretière. « 1000 boutons !» s'écria-t-il. «
Jamais je n'ai rien vu d'aussi fin et d'aussi gracieux. Oserais-je, mademoiselle, vous demander votre nom ? Que vous importe ? Répondit la jarretière. Je serais bien heureux de savoir où vous demeurez. Mais la jarretière, fort réservée de sa nature, ne jugea pas à propos de répondre à une question si indiscrète. Vous êtes, je suppose, une espèce de ceinture, continua sans se déconcerter le faux-col. Et je ne crains pas d'affirmer que les qualités les plus utiles sont jointes en vous aux grâces les plus séduisantes. Je vous prie, monsieur, de ne plus me parler. Je ne pense pas vous en avoir donné le prétexte en aucune façon. Ah, mademoiselle, avec une aussi jolie personne que vous, les prétextes ne manquent jamais. On n'a pas besoin de se battre les flancs, on est tout de suite inspiré, entraîné. Veuillez vous éloigner, monsieur, je vous prie, et cessez vos importunités. Mademoiselle, je suis un gentleman, dit fièrement le faux-col. Je possède un tire-botte et une brosse à cheveux. Il mentait impudemment, car c'était à son maître que ces objets appartenaient. Mais il savait qu'il est toujours bon de se vanter. Encore une fois, éloignez-vous, répéta la jarretière. Je ne suis pas habituée à de pareilles manières. Eh bien, vous n'êtes qu'une prude, lui dit le faux-col, qui voulut avoir le dernier mot. Bientôt après, on les tira l'un et l'autre de la lessive. Puis ils furent empesés, étalés au soleil pour sécher, et enfin placés sur la planche de la repasseuse. La patine à repasser arriva. « Madame, lui dit le faux-col, vous m'avez positivement ranimé. Je sens en moi une chaleur extraordinaire. Toutes mes rides ont disparu. Daignez de grâce, en m'acceptant pour époux, me permettre de vous consacrer cette nouvelle jeunesse que je vous dois. » « Imbécile, dit la machine, en passant sur le faux-col avec la majestueuse impétuosité d'une locomotive qui entraîne des wagons sur le chemin de fer. Le faux-col était un peu effrangé sur les bords. Une paire de ciseaux se présenta pour l'émonder. « Oh, lui dit le faux-col, vous devez être une première danseuse. Quelle merveilleuse agilité vous avez dans les jambes. Jamais je n'ai rien vu de plus charmant. Aucun homme ne saurait faire ce que vous faites. » « Bien certainement, répondit la paire de ciseaux en continuant son opération. Vous mériteriez d'être comtesse. Tout ce que je possède, je vous l'offre en vrai gentleman, c'est-à-dire moi, mon tire-botte et ma brosse à cheveux. »« Quelle insolence !» s'écria la paire de ciseaux. « Quelle fatuité !» Et elle fit une entaille si profonde au faux-col qu'elle le mit hors de service. « Il faut maintenant, pensa-t-il, que je m'adresse à la brosse à cheveux. Vous avez, mademoiselle, la plus magnifique chevelure. Ne pensez-vous pas qu'il serait à propos de vous marier ? » « Je suis fiancée au tire-botte, répondit-elle. « Fiancée !» s'écria le faux-col. Il regarda autour de lui, et ne voyant plus d'autre objet à qui adresser ses hommages, il prit dès ce moment le mariage en haine. Quelque temps après, il fut mis dans le sac d'un chiffonnier et porté chez le fabricant de papier. Là se trouvait une grande réunion de chiffons, les fins d'un côté et les plus communs de l'autre. Tous, ils avaient beaucoup à raconter, mais le faux-col, plus que pas un. Il n'y avait pas de plus grand fanfaron. « C'est effrayant, combien j'ai eu d'aventures, disait-il, et surtout d'aventures d'amour, mais aussi... J'étais un gentleman des mieux posés. J'avais même un tire-botte et une brosse, dont je ne me servis guère. Je n'oublierai jamais ma première passion. C'était une petite ceinture bien gentille et gracieuse au possible. Quand je la quittai, elle eut tant de chagrin qu'elle alla se jeter dans un baquet plein d'eau. Je connus ensuite une certaine veuve qui était littéralement tout en feu pour moi, mais je lui trouvai le teint par trop animé, et je la laissai se désespérer si bien qu'elle en devint noire comme du charbon. Une première danseuse, véritable démon pour le caractère emporté, me fit une blessure terrible parce que je me refusais à l'épouser. Enfin, ma brosse à cheveux s'éprit de moi si éperdument qu'elle en perdit tous ses crins. Oui, j'ai beaucoup vécu. Mais ce que je regrette surtout, c'est la jarretière, je veux dire la ceinture, qui se noya dans le baquet.
Hélas, il n'est que trop vrai. J'ai bien des crimes sur la conscience. Il est temps que je me purifie en passant à l'état de papier blanc. » Et le faux col fut, ainsi que les autres chiffons, transformé en papier. Mais la feuille provenant de lui n'est pas restée blanche. C'est précisément celle sur laquelle a été d'abord retracée sa propre histoire. Tous ceux qui, comme lui, ont accoutumé de se glorifier de choses qui sont tout le contraire de la vérité, ne sont pas de même jetés au sac du chiffonnier, changés en papier et obligés sous cette forme de faire l'aveu public et détaillé de leur hâblerie. Mais qu'ils ne se prévalent pas trop de cet avantage, car, au moment même où ils se vantent, chacun lit sur leur visage, dans leur air et dans leurs yeux, aussi bien que si c'était écrit: « Il n'y a pas un mot de vrai dans ce que je vous dis. Au lieu de grand vainqueur que je prétends être, ne voyez en moi qu'un chétif faux col, dont un peu d'emploi et de bavardage composent tout le mérite. » Les aventures du Chardon. Devant un riche château seigneurial s'étendait un beau jardin, bien tenu, planté d'arbres et de fleurs rares. Les personnes qui venaient rendre visite au propriétaire exprimaient leur admiration pour ces arbustes, apportés de pays lointains, pour ces parterres, disposés avec tant d'art. Et l'on voyait aisément que ces compliments n'étaient pas de leur part de simples formules de politesse. Les gens d'alentour, habitant des bourgs et des villages voisins, venaient le dimanche demander la permission de se promener dans les magnifiques allées. Quand les écoliers se conduisaient bien, on les menait là pour les récompenser de leur sagesse. Tout contre le jardin, mais en dehors, au pied de la haie de clôture, on trouvait un grand et vigoureux chardon. De ses racines vivaces poussaient des branches de tous côtés. Il formait à lui seul comme un buisson. Personne n'y faisait pourtant la moindre attention, hormis le vieil âne qui traînait la petite voiture de la laitière. Souvent, la laitière l'attachait non loin de là, et la bête tendait tant qu'elle pouvait son long cou vers le chardon en disant « Que tu es donc beau, tu es à croquer !» Mais le licou était trop court, et l'âne en était pour ses tendres coups d'œil et pour ses compliments. Un jour, une nombreuse société est réunie au château. Ce sont toutes personnes de qualité, la plupart arrivant de la capitale. Il y a parmi elles beaucoup de jolies jeunes filles. L'une d'elles, la plus jolie de toutes, vient de loin. Originaire d'Écosse, elle est d'une haute naissance et possède de vastes domaines, de grandes richesses. C'est un riche parti. Quel bonheur de l'avoir pour fiancée, disent les jeunes gens, et leurs mères disent de même. Cette jeunesse s'ébat sur les pelouses, joue au ballon et à divers jeux. Puis on se promène au milieu des parterres, et comme c'est l'usage dans le Nord, chacune des jeunes filles cueille une fleur et l'attache à la boutonnière d'un des jeunes messieurs. L'étrangère met longtemps à choisir sa fleur. Aucune ne paraît être à son goût. Voilà que ses regards tombent sur la haie, derrière laquelle s'élève le buisson de chardon, avec ses grosses fleurs rouges et bleues. Elle sourit et prie le fils de la maison d'aller lui en cueillir une. « C'est la fleur de mon pays, dit-elle. Elle figure dans les armes d'Écosse. Donnez-la-moi, je vous prie. » Le jeune homme s'empresse d'aller cueillir la plus belle, ce qu'il ne fit pas sans se piquer fortement aux épines. La jeune Écossaise lui met à la boutonnière cette fleur vulgaire, et il s'en trouve singulièrement flatté. Tous les autres jeunes gens auraient volontiers échangé leurs fleurs rares contre celles offertes par la main de l'étrangère. Si le fils de la maison se rengorgeait, qu'était-ce donc du chardon? Il ne se sentait plus d'aise. Il éprouvait une satisfaction, un bien-être, comme lorsqu'après une bonne rosée, les rayons du soleil venaient le réchauffer. « Je suis donc quelque chose de bien plus relevé que je n'en ai l'air, pensait-il en lui-même. Je m'en étais toujours douté. À bien dire, je devrais être en dedans de la haie et non pas au dehors. Mais en ce monde, on ne se trouve pas toujours placé à sa vraie place. Voici du moins une de mes filles qui a franchi la haie et qui même se pavane à la boutonnière d'un beau cavalier.
Il raconta cet événement à toutes les pousses qui se développèrent sur son tronc fertile, à tous les boutons qui surgirent sur ses branches. Peu de jours s'étaient écoulés lorsqu'il apprit, non par les paroles des passants, non par le gazouillement des oiseaux, mais par ces 1000 échos qui, lorsqu'on laisse les fenêtres ouvertes, répandent partout ce qui se dit dans l'intérieur des appartements. Il apprit, disons-nous, que le jeune homme qui avait été décoré de la fleur de chardon par la belle écossaise avait aussi obtenu son cœur et sa main. « C'est moi qui les ai unis, c'est moi qui ai fait ce mariage !» s'écria le chardon. Et plus que jamais, il raconta le mémorable événement à toutes les fleurs nouvelles dont ses branches se couvraient. « Certainement, se dit-il encore, on va me transplanter dans le jardin, je l'ai bien mérité. Peut-être même serai-je mis précieusement dans un pot où mes racines seront bien serrées dans du bon fumier. Il paraît que c'est là le plus grand honneur que les plantes puissent recevoir. » Le lendemain, il était tellement persuadé que les marques de distinction allaient pleuvoir sur lui qu'à la moindre de ses fleurs, il promettait que bientôt on les mettrait tous dans un pot de faïence, et que pour elle ornerait peut-être la boutonnière d'un élégant, ce qui était la plus rare fortune qu'une fleur de charbon pût rêver. Ces hautes espérances ne se réalisèrent nullement. Point de pot de faïence, ni de terre cuite. Aucune boutonnière ne se fleurit plus aux dépens du buisson. Les fleurs continuèrent de respirer l'air et la lumière, de boire les rayons du soleil le jour et la rosée la nuit. Elles s'épanouirent et ne reçurent que la visite des abeilles et des frelons qui leur dérobaient leur suc. « Voleurs, brigands !» s'écriait le chardon indigné. « Que ne puis-je vous transpercer de mes dards? Comment osez-vous ravir leur parfum à ces fleurs qui sont destinées à orner la boutonnière des galants ?» Quoi qu'il pût dire, il n'y avait point de changement dans sa situation. Les fleurs finissaient par laisser pencher leurs petites têtes. Elles pâlissaient, se fanaient, mais il en poussait toujours de nouvelles. À chacune qui naissait, le père disait, avec une inaltérable confiance: « Tu viens, comme marée en carême, impossible d'éclore plus à propos. J'attends à chaque minute le moment où nous passerons de l'autre côté de la haie. » Quelques marguerites innocentes, un long et maigre plantain qui poussait dans le voisinage, entendaient ces discours et y croyaient naïvement. Ils en conçurent une profonde admiration pour le chardon, qui en retour les considérait avec le plus complet mépris. Le vieil âne, quelque peu sceptique par nature, n'était pas aussi sûr de ce que proclamait avec tant d'assurance le chardon. Toutefois, pour parer à toute éventualité, il fit de nouveaux efforts pour attraper ce cher chardon avant qu'il fût transporté en des lieux inaccessibles. En vain il tira sur son licou. Celui-ci était trop court et il ne put le rompre. À force de songer au glorieux chardon qui figure dans les armes d'Écosse, notre chardon se persuada que c'était un de ses ancêtres, qu'il descendait de cette illustre famille et était issu de quelques rejetons venus d'Écosse en des temps reculés. C'étaient là des pensées élevées, mais les grandes idées allaient bien au grand chardon qu'il était et qui formait un buisson à lui tout seul. Sa voisine, l'ortie, l'approuvait fort. « Très souvent, dit-elle, on est de haute naissance sans le savoir. Cela se voit tous les jours. Tenez, moi-même, je suis sûre de n'être pas une plante vulgaire. N'est-ce pas moi qui fournis la plus fine mousseline, celle dont s'habillent les reines ?» L'été se passe, et ensuite l'automne. Les feuilles des arbres tombent, les fleurs prennent des teintes plus foncées et ont moins de parfum. Le garçon jardinier, en recueillant les tiges séchées, chante à tue-tête: « Amont, aval, en haut, en bas !» C'est là tout le cours de la vie. Les jeunes sapins du bois recommencent à penser à Noël, à ce beau jour où on les décore de rubans, de bonbons et de petites bougies. Ils aspirent à ce brillant destin, quoiqu'ils doivent leur en coûter la vie. « Comment? Je suis encore ici, dit le chardon, et voilà 8 jours que les noces ont été célébrées. C'est moi pourtant qui ai fait ce mariage, et personne n'a l'air de penser à moi, pas plus que si je n'existais point.
On me laisse pour reverdir. Je suis trop fière pour faire un pas vers ces ingrats, et d'ailleurs, le voudrais-je, je ne puis bouger. Je n'ai rien de mieux à faire que patienter encore. Quelques semaines se passèrent. Le chardon restait là, avec son unique et dernière fleur. Elle était grosse et pleine. On eût presque dit une fleur d'artichaut. Elle avait poussé près de la racine. C'était une fleur robuste. Le vent froid souffla sur elle. Ses vives couleurs disparurent. Elle devint comme un soleil argenté. Un jour, le jeune couple, maintenant mari et femme, vint se promener dans le jardin. Ils arrivèrent près de la haie, et la belle Écossaise regarda par-delà les champs. « Tiens, dit-elle, voilà encore le grand chardon, mais il n'a plus de fleurs. »« Mais si, en voilà encore une, ou du moins son spectre, » dit le jeune homme, en montrant le calice desséché et blanchi. « Tiens, elle est fort jolie comme cela, » reprit la jeune dame. « Il nous faut la prendre pour qu'on la reproduise sur le cadre de notre portrait, à tous deux. » Le jeune homme dut franchir de nouveau la haie et cueillir la fleur fanée. Elle le piqua de la bonne façon. Ne l'avait-il pas appelé un spectre? Mais il ne lui en voulut pas. Sa jeune femme était contente. Elle rapporta la fleur dans le salon. Il s'y trouvait un tableau représentant les jeunes époux. Le mari était peint, une fleur de chardon à la boutonnière. On parla beaucoup de cette fleur et de l'autre, la dernière, qui brillait comme de l'argent et qu'on devait ciseler sur le cadre. L'air emporta au loin tout ce qu'on dit. « Ce que c'est que la vie, » dit le chardon. « Ma fille aînée a trouvé place à une boutonnière et mon dernier rejeton a été mis sur un cadre doré. Et moi, où me mettra-t-on » L'âne était attaché non loin. Il louchait vers le chardon. « Si tu veux être bien, tout à fait bien, à l'abri de la froidure, viens dans mon estomac, mon bijou. Approche, je ne puis arriver jusqu'à toi. Ce maudit licou n'est pas assez long. » Le chardon ne répondit pas à ces avances grossières. Il devint de plus en plus songeur, et à force de tourner et retourner ses pensées, il aboutit, vers Noël, à cette conclusion qui était bien au-dessus de sa basse condition. « Pourvu que mes enfants se trouvent bien là où ils sont, » se dit-il. « Moi, leur père, je me résignerai à rester en dehors de la haie, à cette place où je suis né. »« Ce que vous pensez là vous fait honneur, » dit le dernier rayon de soleil. « Aussi, vous en serez récompensé. » « Me mettra-t-on dans un pot ou sur un cadre ?» demanda le chardon. « On vous mettra dans un conte, » eut le temps de répondre le rayon, avant de s'éclipser. La bergère et le ramoneur. As-tu jamais vu une très vieille armoire de bois noircie par le temps et sculptée de fioritures et de feuillages? Dans un salon, il y en avait une de cette espèce, héritée d'une aïeule, ornée de haut en bas de roses, de tulipes et des plus étranges volutes entremêlées de têtes de cerf au grand bois. Au beau milieu de l'armoire se découpait un homme entier, tout à fait grotesque. On ne pouvait vraiment pas dire qu'il riait, il grimaçait. Il avait des pattes de bouc, des cornes sur le front et une longue barbe. Les enfants de la maison l'appelaient le sergent-major général commandant en chef au pied de bouc. Évidemment, peu de gens portent un tel titre et il est assez long à prononcer, mais il est rare aussi d'être sculpté sur une armoire. Quoi qu'il en soit, il était là. Il regardait constamment la table placée sous la glace, car sur cette table se tenait une ravissante petite bergère en porcelaine, portant des souliers d'or, une robe coquettement retroussée par une rose rouge, un chapeau doré et sa houlette de bergère. Elle était délicieuse. Tout près d'elle se tenait un petit ramoneur, noir comme du charbon, lui aussi en porcelaine. Il était aussi propre et soigné que quiconque. Il représentait un ramoneur, voilà tout. Mais le fabricant de porcelaine aurait aussi bien pu faire de lui un prince. C'était tout comme. Il portait tout gentiment son échelle. Son visage était rose et blanc
comme celui d'une petite fille, ce qui était une erreur, car pour la vraisemblance, il aurait pu être un peu noir aussi de visage. On l'avait posé à côté de la bergère, et puisqu'il en était ainsi, ils s'étaient fiancés, ils se convenaient, jeunes tous les deux, de même porcelaine, et également fragiles. Tout près d'eux, et bien plus grand, était assis un vieux Chinois en porcelaine qui pouvait hocher de la tête. Il disait qu'il était le grand-père de la petite bergère. Il prétendait même avoir autorité sur elle. C'est pourquoi il inclinait la tête vers le sergent-major général commandant en chef au pied de bouc, qui avait demandé la main de la bergère. « Tu auras là, dit le vieux Chinois, un mari qu'on croirait presque fait de bois d'acajou, qui peut te donner un titre ronflant, qui possède toute l'argenterie de l'armoire, sans compter ce qu'il garde dans des cachettes mystérieuses. »« Je ne veux pas du tout aller dans la sombre armoire, protesta la petite bergère. Je me suis laissé dire qu'il y avait là-dedans 11 femmes en porcelaine. Eh bien, tu seras la 12e. Cette nuit, quand la vieille armoire se mettra à craquer, vous vous marierez, aussi vrai que je suis chinois. » Et il s'endormit. La petite bergère pleurait. Elle regardait le ramoneur de porcelaine, le chéri de son cœur. « Je crois, dit-elle, que je vais te demander de partir avec moi dans le vaste monde. Nous ne pouvons plus rester ici. »« Je veux tout ce que tu veux, répondit-il. Partons immédiatement. Je pense que mon métier me permettra de te nourrir. Je voudrais déjà que nous soyons sains et saufs au bas de la table, dit-elle. Je ne serai heureuse que quand nous serons partis. Il la consola de son mieux et lui montra où elle devait poser son petit pied sur les feuillages sculptés, longeant les pieds de la table. Son échelle les aida du reste beaucoup. Mais quand ils furent sur le parquet et qu'ils levèrent les yeux vers l'armoire, ils y virent une terrible agitation. Les cerfs avançaient la tête, dressaient leur bois et tournaient le cou. Le sergent-major général commandant en chef au pied de bouc bondit et cria « Il se sauve! Il se sauve !» Effrayés, les jeunes gens sautèrent rapidement dans le tiroir du bas de l'armoire. Il y avait là 4 jeux de cartes incomplets et un petit théâtre de poupées, monté tant bien que mal. On y jouait la comédie. Les dames de carreau et de cœur, de trèfle et de pique, assises au premier rang, s'éventaient avec leurs tulipes. Les valets se tenaient debout derrière elles et montraient qu'ils avaient une tête en haut et une tête en bas, comme il sied quand on a une carte à jouer. La comédie racontait l'histoire de 2 amoureux qui ne pouvaient pas être l'un à l'autre. La bergère en pleurait. C'était un peu sa propre histoire. « Je ne peux pas le supporter, dit-elle. Sortons de ce tiroir. » Mais dès qu'ils furent à nouveau sur le parquet, levant les yeux vers la table, ils aperçurent le vieux Chinois réveillé qui vacillait de tout son corps. Il s'effondra comme une masse sur le parquet. « Voilà le vieux Chinois qui arrive !» cria la petite bergère. Et elle était si contrariée qu'elle tomba sur ses jolis genoux de porcelaine. « Une idée me vient, » dit le ramoneur. « Si nous grimpions dans cette grande potiche qui est là dans le coin, nous serions couchés sur les roses et la lavande, et nous pourrions lui jeter du sel dans les yeux quand il approcherait. »« Cela ne va pas, » dit la petite. « Je sais que le vieux Chinois et la potiche ont été fiancés. Il en reste toujours un peu de sympathie. Non, il n'y a rien d'autre à faire pour nous que de nous sauver dans le vaste monde. » « As-tu vraiment le courage de partir avec moi ? As-tu réfléchi combien le monde est grand et que nous ne pourrons jamais revenir ? » ?»« J'y ai pensé, » répondit-elle. Alors le ramoneur la regarda droit dans les yeux et dit « Mon chemin passe par la cheminée. As-tu le courage de grimper avec moi à travers le poêle d'abord, le foyer, puis le tuyau où il fait nuit noire ? Après le poêle, nous devons passer dans la cheminée elle-même. À partir de là, je m'y entends. Nous monterons si haut qu'ils ne pourront pas nous atteindre. Et tout en haut, il y a un trou qui ouvre sur le monde. » Il la conduisit à la porte du poêle. « Oh, que c'est noir !» dit-elle.
mais elle le suivit à travers le foyer et le tuyau noir comme la nuit. « Nous voici dans la cheminée !» cria le garçon. « Vois, vois, là-haut brille la plus belle étoile !» Et c'était vrai. Cette étoile semblait leur indiquer le chemin. Ils grimpaient et rampaient. Quelle affreuse route! Mais il la soutenait et l'aidait. Il lui montrait les bons endroits où appuyer ses fins petits pieds. Et ils arrivèrent tout en haut de la cheminée, où ils s'assirent épuisés. Il y avait de quoi. Au-dessus d'eux, le ciel et toutes ses étoiles. En dessous, les toits de la ville. Ils regardaient au loin, apercevant le monde. Jamais la bergère ne l'aurait imaginé ainsi. Elle appuya sa petite tête sur la poitrine du ramoneur et se mit à sangloter si fort que l'or qui garnissait sa ceinture craquait et tombait en morceaux. « C'est trop !» gémit-elle. « Je ne peux pas le supporter. Le monde est trop grand. Que ne suis-je encore sur la petite table devant la glace ? Je ne serai heureuse que lorsque j'y serai retournée. Tu peux bien me ramener à la maison, si tu m'aimes un peu. » Le ramoneur lui parla raison, lui fit souvenir du vieux chinois, du sergent-major général commandant en chef au pied de bouc, mais elle pleurait de plus en plus fort. Elle embrassait son petit ramoneur chéri, de sorte qu'il n'y avait rien d'autre à faire que de lui obéir, bien qu'elle eût grand tort. Alors, ils rampèrent de nouveau, avec beaucoup de peine, pour descendre à travers la cheminée, le tuyau et le foyer. Ce n'était pas du tout agréable. Arrivés dans le poêle sombre, ils prêtèrent l'oreille à ce qui se passait dans le salon. Tout y était silencieux. Alors ils passèrent la tête et... horreur! Au milieu du parquet gisait le vieux chinois, tombé en voulant les poursuivre et cassé en 3 morceaux. Il n'avait plus de dos et sa tête avait roulé dans un coin. Le sergent-major général se tenait là où il avait toujours été, méditatif. « C'est affreux, » murmura la petite bergère. « Le vieux grand-père est cassé et c'est de notre faute. Je n'y survivrai pas. » Et de désespoir, elle tordait ses jolies petites mains. « On peut très bien le requinquer, » affirma le ramoneur. « Il n'y a qu'à le recoller. Ne sois pas si désolé. Si on lui colle le dos et si on lui met une patte de soutien dans la nuque, il sera comme neuf et tout prêt à nous dire de nouveau des choses désagréables. »« Tu crois, vraiment ?» Ils regrimpèrent sur la table où ils étaient primitivement. « Nous voilà bien avancés, » dit le ramoneur. « Nous aurions pu nous éviter le dérangement. »« Pourvu qu'on puisse recoller le grand-père. Crois-tu que cela coûterait très cher ?» dit-elle. La famille fit mettre de la colle sur le dos du chinois et un lien à son cou, et il fut comme neuf, mais il ne pouvait plus hocher la tête. « Que vous êtes devenu hautain depuis que vous avez été cassé !» dit le sergent-major général commandant en chef au pied de bouc. « Il n'y a pas là de quoi être fier. Aurais-je ou n'aurais-je pas ma bergère ?» Le ramoneur et la petite bergère jetaient un regard si émouvant vers le vieux chinois. Ils avaient si peur qu'il dise oui de la tête, mais ils ne pouvaient plus la remuer. Et comme il lui était désagréable de raconter à un étranger qu'il était obligé de porter un lien à son cou, les amoureux de porcelaine restèrent l'un près de l'autre, bénissant le pansement du grand-père, et cela jusqu'au jour où eux-mêmes furent cassés. Le bisaïeul. Le conte n'est pas de moi. Je le tiens d'un de mes amis à qui je donne la parole. Notre bisaïeul était la bonté même. Il aimait à faire plaisir, il contait de jolies histoires, il avait l'esprit droit, la tête solide. À vrai dire, il n'était que mon grand-père, mais lorsque le petit garçon de mon frère Frédéric vint au monde, il avança au grade de bisaïeul, et nous ne l'appelions plus qu'ainsi. Il nous chérissait tous, et nous tenait en considération. Mais notre époque, il ne l'estimait guère. « Le vieux temps, disait-il, c'était le bon temps. Tout marchait alors avec une sage lenteur, sans précipitation. Aujourd'hui, c'est une course universelle, une galopade échevelée, c'est le monde renversé.
Quand le bisaïeul parlait sur ce thème, il s'animait à en devenir tout rouge. Puis il se calmait peu à peu et disait en souriant : « Enfin, peut-être me trompais-je, peut-être est-ce ma faute si je ne me trouve pas à mon aise dans ce temps actuel, avec mes habitudes du siècle dernier. Laissons agir la Providence. » Cependant, il revenait toujours sur ce sujet, et comme il décrivait bien tout ce que l'ancien temps avait de pittoresque et de séduisant, les grands carrosses dorés et à glace, où trônaient les princes, les seigneurs, les châtelaines revêtues de splendides atours, les corporations, chacune en costume différent, traversant les rues en joyeux cortège, bannières et musique en tête, chacun gardant son rang et ne jalousant pas les autres. Et les fêtes de Noël, comme elles étaient plus animées, plus brillantes qu'aujourd'hui, et le gai carnaval. Le vieux temps avait aussi ses vilains côtés. La loi était dure. Il y avait la potence, la roue. Mais ces horreurs avaient du caractère, provoquaient l'émotion. Et quant aux abus, on savait alors les abolir généreusement. C'est au milieu de ces discussions que j'appris que ce fut la noblesse danoise qui la première affranchit spontanément les serfs et qu'un prince danois supprima, dès le siècle dernier, la traite des Noirs. Mais, disait-il, le siècle d'avant était encore bien plus empreint de grandeur. Les hauts faits, les beaux caractères y abondaient. C'étaient des époques rudes et sauvages, interrompait alors mon frère Frédéric. Dieu merci, nous ne vivons plus dans un temps pareil. Il disait cela au bisaïeul en face, et ce n'était pas trop gentil. Cependant, il faut dire qu'il n'était plus un enfant, c'était notre aîné. Il était sorti de l'université après les examens les plus brillants. Ensuite, notre père, qui avait une grande maison de commerce, l'avait pris dans ses bureaux, et il était très content de son zèle et de son intelligence. Le bisaïeul avait tout l'air d'avoir un faible pour lui. C'est avec lui surtout qu'il aimait à causer. Mais quand ils en arrivaient à ce sujet du bon vieux temps, cela finissait presque toujours par de vives discussions. Aucun d'eux ne cédait. Et cependant, quoique je ne fusse qu'un gamin, je remarquais bien qu'ils ne pouvaient pas se passer l'un de l'autre. Que de fois le bisaïeul écoutait, l'oreille tendue, les yeux tout pleins de feu, ce que Frédéric racontait sur les découvertes merveilleuses de notre époque, sur des forces de la nature jusqu'alors inconnues, employées aux inventions les plus étonnantes. Oui, disait-il alors, les hommes deviennent plus savants, plus industrieux, mais non meilleurs. Quels épouvantables engins de destruction ils inventent pour s'entretuer. Les guerres n'en sont que plus vite finies, répondit Frédéric. On attend plus 7 ou même 30 ans avant le retour de la paix. Du reste, des guerres il en faut toujours. S'il n'y en avait pas eu depuis le commencement du monde, la terre serait aujourd'hui tellement peuplée que les hommes se dévoreraient les uns les autres. Un jour, Frédéric nous apprit ce qui venait de se passer dans une petite ville des environs. À l'hôtel de ville se trouvait une grande et antique horloge. Elle s'arrêtait parfois, puis retardait pour ensuite avancer. Mais enfin, telle qu'elle, elle servait à régler toutes les montres de la ville. Voilà qu'on se mit à construire un chemin de fer qui passa par cet endroit. Comme il faut que l'heure des trains soit indiquée de façon exacte, on plaça à la gare une horloge électrique qui ne variait jamais. Et depuis lors, tout le monde réglait sa montre d'après la gare. L'horloge de la maison de ville pouvait varier à son aise. Personne n'y faisait attention, ou plutôt, on s'en moquait. « C'est grave tout cela, dit le bisaïeul d'un air très sérieux. Cela me fait penser à une bonne vieille horloge, comme on en fabrique à Bornholm, qui était chez mes parents. Elle était enfermée dans un meuble en bois de chêne et marchait à l'aide de poids. Elle non plus n'allait pas toujours bien exactement, mais on ne s'en préoccupait pas. Nous regardions le cadran et nous avions foi en lui. Nous n'apercevions que lui, et l'on ne voyait rien des roues et des poids. C'est de même que marchait le gouvernement et la machine de l'État. On avait pleine confiance en elle, et on ne regardait que le cadran. Aujourd'hui, c'est devenu une horloge de verre. Le premier venu observe les mouvements des roues et y trouve à redire.
On entend le frottement des engrenages, on se demande si les ressorts ne sont pas usés, ne vont pas se briser. On n'a plus la foi. C'est là la grande faiblesse du temps présent. Et le bisaïeul continua ainsi pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il arriva à se fâcher complètement, bien que Frédéric finit par ne plus le contredire. Cette fois, ils se quittèrent en se boudant presque, mais il n'en fut pas de même lorsque Frédéric s'embarqua pour l'Amérique, où il devait aller veiller à de grands intérêts de notre maison. La séparation fut douloureuse, s'en aller si loin, au-delà de l'océan, braver flots et tempêtes. « Tranquillise-toi, dit Frédéric, au bisaïeul qui retenait ses larmes. Tous les 15 jours, vous recevrez une lettre de moi, et je te réserve une surprise. Tu auras de mes nouvelles par le télégraphe. On vient de terminer la pose du câble transatlantique. » En effet, lorsqu'il s'embarqua en Angleterre, une dépêche vint nous apprendre que son voyage se passait bien. Et au moment où il mit le pied sur le nouveau continent, un message de lui nous parvint, traversant les mers plus rapidement que la foudre. « Je n'en disconviendrai pas, dit le bisaïeul. Cette invention renverse un peu mes idées. C'est une vraie bénédiction pour l'humanité, et c'est au Danemark qu'on a précisément découvert la force qui agit ainsi. Je l'ai connu, Christian Ørsted, qui a prouvé le principe de l'électromagnétisme. Il avait des yeux aussi doux, aussi profonds que ceux d'un enfant. Il était bien digne de l'honneur que lui fit la nature, en lui laissant deviner un de ses plus intimes secrets. 10 mois se passèrent, lorsque Frédéric nous manda qu'il s'était fiancé là-bas avec une charmante jeune fille. Dans la lettre se trouvait une photographie, comme nous l'examinâmes avec empressement. Le bisaïeul prit sa loupe et la regarda longtemps. « Quel malheur !» s'écria le bisaïeul, « qu'on n'ait pas depuis longtemps connu cet art de reproduire les traits par le soleil. Nous pourrions voir face à face les grands hommes de l'histoire. Voyez donc, quel charmant visage! Comme cette jeune fille est gracieuse. Je la reconnaîtrai dès qu'elle passera notre seuil. » Le mariage de Frédéric eut lieu en Amérique. Les jeunes époux revinrent en Europe et atteignirent heureusement l'Angleterre, d'où ils s'embarquèrent pour Copenhague. Ils étaient déjà en face des blanches dunes du Jutland lorsque s'éleva un ouragan. Le navire, secoué, ballotté, tout fracassé, fut jeté à la côte. La nuit approchait. Le vent faisait toujours rage. Impossible de mettre à la mer les chaloupes, et on prévoyait que le matin, le bâtiment serait en pièces. Voilà qu'au milieu des ténèbres reluit une fusée. Elle amène un solide cordage. Les matelots s'en saisissent. Une communication s'établit entre les naufragés et la terre ferme. Le sauvetage commence, et malgré les vagues et la tempête, en quelques heures, tout le monde est arrivé heureusement à terre. À Copenhague, nous dormions tous bien tranquillement, ne songeant ni au danger ni au chagrin. Lorsque le matin, la famille se réunit, joyeuse d'avance de voir arriver le jeune couple, le journal nous apprend, par une dépêche, que la veille, un navire anglais a fait naufrage sur la côte du Jutland. L'angoisse saisit tous les cœurs. Mon père court au renseignement. Il revient bientôt, encore plus vite, nous apprendre que, d'après une seconde dépêche, tout le monde est sauvé et que les êtres chéris que nous attendons ne tarderont pas à être au milieu de nous. Tous nous éclatâmes en pleurs, mais c'étaient de douces larmes. Moi aussi je pleurais, et le bisaïeul aussi. Il joignit les mains, et j'en suis sûre, il bénit notre âge moderne. Et le même jour encore, il envoya 200 écus à la souscription pour le monument d'Ørsted. Le soir, lorsqu'arriva Frédéric avec sa belle jeune femme, le bisaïeul lui dit ce qu'il avait fait, et ils s'embrassèrent de nouveau. Il y a de braves cœurs dans tous les temps. Le bonhomme de neige. Quel beau froid il fait aujourd'hui, dit le bonhomme de neige. Tout mon corps en craque de plaisir, et ce vent cinglant, comme il vous fouette agréablement. Puis, de l'autre côté, ce globe de feu qui me regarde, tout béat. Il voulait parler du soleil, qui disparaissait à ce moment. Oh, il a beau faire, il ne m'éblouira pas. Je ne lâcherai pas encore mes 2 escarboucles. Il avait en effet, au lieu d'yeux,
2 gros morceaux de charbon de terre brillants, et sa bouche était faite d'un vieux râteau, de telle façon qu'on voyait toutes ses dents. Le bonhomme de neige était né au milieu des cris de joie des enfants. Le soleil se coucha, la pleine lune monta dans le ciel. Ronde et grosse, claire et belle, elle brillait au noir firmament. « Ah, le voici, qui réapparaît de l'autre côté, » dit le bonhomme de neige. Il pensait que c'était le soleil qui se montrait de nouveau. « Maintenant, je lui ai fait atténuer son éclat. Il peut rester suspendu là-haut et paraître brillant. Du moins, je peux me voir moi-même. Si seulement je savais ce qu'il faut faire pour bouger de place, j'aurais tant de plaisir à me remuer un peu. Si je le pouvais, j'irais tout de suite me promener sur la glace et faire des glissades, comme j'ai vu faire aux enfants. Mais je ne peux pas courir. »« Ouah, ouah !» aboya le chien de garde. Il ne pouvait plus aboyer juste et était toujours enroué. Depuis qu'il n'était plus chien de salon, il n'avait plus sa place sous le poêle. « Le soleil t'apprendra bientôt à courir. Je l'ai bien vu pour ton prédécesseur, pendant le dernier hiver. Ouah, ouah !»« Je ne te comprends pas, » dit le bonhomme de neige. « C'est cette boule là-haut, il voulait dire la lune, qui m'apprendra à courir. C'est moi plutôt qui l'ai fait filer en la regardant fixement, et maintenant, elle ne nous revient que timidement par un autre côté. »« Tu ne sais rien de rien, » dit le chien. « Il est vrai aussi que l'on t'a construit depuis peu. Ce que tu vois là, c'est la lune, et celui qui a disparu, c'est le soleil. Il reviendra demain, et tu peux m'en croire, il saura t'apprendre à courir dans le fossé. Nous allons avoir un changement de temps. Je sens cela à ma patte gauche de derrière. J'y ai des élancements et des picotements très forts. »« Je ne le comprends pas du tout, » se dit à lui-même le bonhomme de neige. « Mais j'ai le pressentiment qu'il m'annonce quelque chose de désagréable. Et puis, cette boule qui m'a regardé si fixement avant de disparaître et qu'il appelle le soleil, je sens bien qu'elle aussi n'est pas mon amie. »« Ouah, ouah !» aboya le chien en tournant 3 fois sur lui-même. Le temps changea en effet. Vers le matin, un brouillard épais et humide se répandit sur tout le pays, et un peu avant le lever du soleil, un vent glacé se leva, qui fit redoubler la gelée. Quel magnifique coup d'œil quand le soleil parut! Arbres et bosquets étaient couverts de givre, et toute la contrée ressemblait à une forêt de blanc corail. C'était comme si tous les rameaux étaient couverts de blanches fleurs brillantes. Les ramifications les plus fines, et que l'on ne peut remarquer en été, apparaissaient maintenant très distinctement. On eût dit que chaque branche jetait un éclat particulier. C'était d'un effet éblouissant. Les bouleaux s'inclinaient mollement au souffle du vent. Il y avait en eux de la vie, comme les arbres en eau en plein été. Quand le soleil vint à briller au milieu de cette splendeur incomparable, il sembla que des éclairs partaient de toutes parts, et que le vaste manteau de neige qui couvrait la terre ruisselait de diamants étincelants. « Quel spectacle magnifique !» s'écria une jeune fille qui se promenait dans le jardin avec un jeune homme. Ils s'arrêtèrent près du bonhomme de neige et regardèrent les arbres qui étincelaient. « Même en été, on ne voit rien de plus beau. »« Surtout, on ne peut pas rencontrer un pareil gaillard, » répondit le jeune homme en désignant le bonhomme de neige. « Il est parfait. »« Qui était-ce » demanda le bonhomme de neige au chien de garde. « Toi, qui es depuis si longtemps dans la cour, tu dois certainement les connaître. »« Naturellement, » dit le chien. « Elle m'a si souvent caressé, et lui m'a donné tant d'os à ronger. Pas de danger que je les morde. »« Mais qui sont-ils donc ?»« Des fiancés, » répondit le chien. « Ils veulent vivre tous les deux dans la même niche et y ronger des os ensemble. Ouah, ouah !»« Est-ce que ce sont des gens comme toi et moi ?»« Ah, mais non, » dit le chien. « Ils appartiennent à la famille des maîtres. Je connais tout ici dans cette cour. Oui, il y a un temps où je n'étais pas dans la cour, au froid et à la tâche, pendant que souffle le vent glacé. Ouah, ouah !»« Moi, j'adore le froid, » dit le bonhomme de neige. « Je t'en prie, raconte. Mais tu pourrais bien faire moins de bruit avec ta chaîne. Cela m'écorche les oreilles. »« Ouah, ouah !» aboya le chien. « J'ai été jeune chien, gentil et mignon, comme on me le disait alors. J'avais ma place sur un fauteuil de velours dans le château, parfois même sur le giron des maîtres.
On m'embrassait sur le museau et on m'époussetait les pattes avec un mouchoir brodé. On m'appelait chérie, mais je devins grand et l'on me donna à la femme de ménage. J'allais demeurer dans le cellier. Tiens, d'où tu es, tu peux en voir l'intérieur. Dans cette chambre, je devins le maître. Oui, je fus le maître chez la femme de ménage. C'était moins luxueux que dans les appartements du dessus, mais ce n'en était que plus agréable. Les enfants ne venaient pas constamment me tirailler et me tarabuster comme là-haut. Puis, j'avais un coussin spécial et je me chauffais à un bon poêle, la plus belle invention de notre siècle. Tu peux m'en croire. Je me glissais dessous et l'on ne me voyait plus. Tiens, j'en rêve encore. Est-ce donc quelque chose de si beau qu'un poêle ? Reprit le bonhomme de neige après un instant de réflexion. Non, non, tout au contraire. C'est tout noir avec un long cou et un cercle en cuivre. Il mange du bois au point que le feu lui en sort par la bouche. Il faut se mettre au-dessus ou au-dessous ou à côté. Et alors, rien de plus agréable. Tu restes, regarde par la fenêtre, tu l'apercevras. Le bonhomme de neige regarda et aperçut en effet un objet noir, reluisant, avec un cercle en cuivre, et par-dessous lequel le feu brillait. Cette vue fit sur lui une impression étrange qu'il n'avait encore jamais éprouvée, mais que tous les hommes connaissaient bien. « Pourquoi es-tu parti de chez elle ?» demanda le bonhomme de neige. Il disait « elle », car pour lui, un être si aimable devait être du sexe féminin. « Comment as-tu pu quitter ce lieu de délices ?»« Il le fallait, bon gré et mal gré, » dit le chien. « On me jeta dehors et on me mit à la tâche, parce qu'un jour, je mordis à la jambe le plus jeune des fils de la maison, qui venait de me prendre un os. Les maîtres furent très irrités, et l'on m'envoya ici, à la tâche. Tu vois, avec le temps, j'y ai perdu ma voix. J'aboie très mal. » Le chien se tut, mais le bonhomme de neige n'écoutait déjà plus ce qu'il disait. Il continuait à regarder chez la femme de ménage où le poêle était posé. « Tout mon être en craque d'envie, disait-il. Si je pouvais entrer. Souhait bien innocent tout de même. Entrer, entrer, c'est mon vœu le plus cher. Il faut que je m'appuie contre le poêle, dussé-je passer par la fenêtre. »« Tu n'entreras pas, dit le chien. Et si tu entrais, c'en serait fait de toi. »« C'en est déjà fait de moi, dit le bonhomme de neige. L'envie me détruit. » Toute la journée, il regarda par la fenêtre. Du poêle sortait une flamme douce et caressante. Un poêle seul, quand il a quelque chose à brûler, peut produire une telle lueur, car le soleil ou la lune, ce ne serait pas la même lumière. Chaque fois qu'on ouvrait la porte, la flamme s'échappait par-dessous. La blanche poitrine du bonhomme de neige en recevait des reflets rouges. Je n'y puis plus tenir. C'est si bon lorsque la langue lui sort de la bouche. La nuit fut longue, mais elle ne parut pas telle au bonhomme de neige. Il était plongé dans les idées les plus riantes. Au matin, la fenêtre du cellier était couverte de givre, formant les plus jolies arabesques qu'un bonhomme de neige puisse souhaiter. Seulement, elle cachait le poêle. La neige craquait plus que jamais. Un beau froid sec, un vrai plaisir pour un bonhomme de neige. Un coq chantait en regardant le froid soleil d'hiver. Au loin, dans la campagne, on entendait résonner la terre gelée sous les pas des chevaux s'en allant au labour, pendant que le conducteur faisait gaiement claquer son fouet en chantant quelques rondes campagnardes que répétait après lui l'écho de la colline voisine. Et pourtant, le bonhomme de neige n'était pas gai. Il aurait dû l'être, mais il ne l'était pas. Aussi, quand tout concourt à réaliser nos souhaits, nous cherchons dans l'impossible et l'inattendu ce qui pourrait arriver pour troubler notre repos. Il semble que le bonheur n'est pas dans ce que l'on a la satisfaction de posséder, mais tout au contraire dans l'imprévu, d'où peut souvent sortir notre malheur. C'est pour cela que le bonhomme de neige ne pouvait se défendre d'un ardent désir de voir le poêle. Lui, l'homme du froid, auquel la chaleur pouvait être si désastreuse. Et ses deux gros yeux de charbon de terre restaient fixés immuablement sur le poêle qui continuait à brûler sans se douter de l'attention attendrie dont il était l'objet. « Mauvaise maladie pour un bonhomme de neige, pensait le chien. « Ouah, ouah !
Nous allons encore avoir un changement de temps. Et cela arriva en effet. Ce fut un dégel. Et plus le dégel grandissait, plus le bonhomme de neige diminuait. Il ne disait rien, il ne se plaignait pas. C'était mauvais signe. Un matin, il tomba en morceaux, et il ne resta de lui qu'une espèce de manche à balai. Les enfants l'avaient planté en terre, et avaient construit autour leur bonhomme de neige. « Je comprends maintenant son envie, » dit le chien. « C'est ce qu'il avait dans le corps qui le tourmentait ainsi. Ouah, ouah !» Bientôt après, l'hiver disparut à son tour. « Ouah, ouah !» aboyait le chien. Et une petite fille chantait dans la cour. « Ohé, voici l'hiver parti et voici février fini. Chantons, coucou, chantons, cuit, vite. Et toi, bon soleil, viens vite. » Personne ne pensait plus au bonhomme de neige. Bonjour et bienvenue sur le premier vlog lecture sur les contes merveilleux de Hans Christian Andersen. Donc pour ceux qui notent éventuellement sur Goodreads ou un truc comme ça, on est à la page 25 sur 175 et ça représente 14% de la lecture du premier tome des contes merveilleux de Hans Christian Andersen. Je me gourre pas? Non, c'est bon, c'est ça. On a donc lu 5 contes. Je pense que comme moi, vous deviez connaître La Bergère et le Ramoneur. Les autres ne me disaient pas. Enfin, ne me disaient pas, je ne connaissais pas les autres. Je trouve qu'on a un petit peu un changement d'ambiance par rapport aux contes de Grimm, où il y avait plus d'éléments fantastiques. Et en fait, comme dans les lectures de Grimm et des Mille et une nuits, moi je préfère quand il y a des éléments fantastiques. Là, on est plus sur des contes un peu enfantins, quotidiens. Et c'est pas que ça me plaît pas, mais on va dire que ça me plaît un peu moins que des contes où il y a des éléments fantastiques. Ah, il y aura des éléments fantastiques par la suite. Il y a un titre sur la fée du sureau, par exemple, qui est vers la fin. Je préfère le style littéraire de Hans Christian Andersen à celui des Grimm. Mais bon, après, je trouve que c'est un peu plus varié aussi que Grimm, mais je pense que le fait d'avoir lu les contes choisis de Grimm et ensuite les contes choisis de la famille de Grimm, il y en avait quelques-uns de contes qui se répétaient en fait d'un recueil à l'autre, ce qui faisait que ça devait être un petit peu, peut-être un peu chiant pour vous à la lecture, mais comme je pars du principe que vous n'êtes pas obligé de regarder tout mon contenu, j'avais fait le choix de lire l'ensemble des livres. Et il me semble en plus que, si je ne me trompe pas, au niveau de la licence de ces livres-là qui sont libres de droit, on ne peut pas altérer le contenu, donc je pense que je ne peux pas le couper. Ce qui fait que j'ai tout lu. C'est pas bien grave, hein. Dans les contes d'Andersen, je trouve qu'il y a une morale qui est peut-être un petit peu plus fine que celle des contes de Grimm ou alors des Mille et une nuits. C'est peut-être plus accessible. Pour moi, c'est vraiment axé pour les enfants, hein, mais je trouve que même en tant qu'adulte, on peut en retirer certaines choses. Donc on a lu L'aiguille à repriser, qui était toute fine, qui a un certain orgueil par rapport à ça, etc. Les amours d'un faux col aussi, je trouvais que c'était vraiment sur l'orgueil également. Les aventures du Chardon, je l'ai bien aimé. Je trouve qu'on est sur quelque chose de presque un peu plus quotidien, plus proche de la réalité que les contes précédents. Les aventures du Chardon, franchement, j'ai bien aimé avec l'histoire de la princesse ou de la dame écossaise. Ça donne presque envie, mais je pense que c'est mission impossible, d'aller creuser un petit peu pour voir au niveau des familles de noble naissance quel homme danois a pu se marier avec une femme noble écossaise, parce qu'il ne devait pas y en avoir tant que ça non plus. La Bergère et le Ramoneur, je connaissais. J'ai un peu un effet de tout ça pour ça, parce qu'au final, elle veut quitter
l'endroit où ils vivent pour vivre son amour avec le ramoneur, pour ne pas être marié à l'armoire, pour au final se dire oulala, le monde il est trop vaste, tant pis, on rentre. Donc j'ai un peu un effet de tout ça pour ça, mais bon, c'est assez agréable à lire quand même. J'ai bien aimé le bisaïeul, sur un peu l'espèce de conflit, complicité intergénérationnelle. Et là, je trouve qu'on avait peut-être un peu plus d'éléments réalistes avec notamment, on avait un nom de ville, il me semble, et le nom d'un inventeur. Christian Oersted, je vous le mettrai dans une bubule. Qui a trouvé le principe de l'électromagnétisme. Donc le conte, le bisaïeul, il était peut-être plus ancré dans la réalité, avec un peu le conflit intergénérationnel entre les grands-parents âgés et les petits-enfants qui sont en âge de se marier, donc qui ont 20, même une trentaine, vu qu'il avait fini ses études. Celui-là, je le trouvais plus intéressant parce que peut-être plus proche de la réalité. Et après, c'est assez sympa avec l'histoire du naufrage, etc. Ensuite, on a lu Le Bonhomme de Neige. En fait, on n'en a lu que 6. Le Bonhomme de Neige, j'ai bien aimé aussi. Avec cette histoire de... on est toujours à poursuivre en fait ce qu'on n'a pas, ce qu'on ne peut pas obtenir et ce qu'on n'obtiendra sans doute jamais. C'est un petit peu tristou aussi, mais je sais pas. On va dire que pour le moment, je trouve que la lecture est agréable. De toute manière, j'irai jusqu'au bout. Mais vous voyez, j'ai pas grand chose à en dire. On verra peut-être pour le vlog lecture suivant. Et j'ai choisi, alors je sais pas quelle sera la durée de la vidéo, mais je voulais pas y aller non plus comme une bourrine. Donc on va y aller petit à petit. Et normalement, je vais à peu près de 25 en 25 pages à la louche. Ce qui fait que sur 125 pages, ça fait 7 vlogs lecture. À peu près, on verra si je ne change pas d'avis en cours de route. Et de toute façon, derrière le premier tome des Contes merveilleux de Hans Christian Andersen, il y a le tome 2. Le second tome des Contes merveilleux compte 171 pages, donc c'est à peu près le même volume. Et dedans, il y a la petite sirène et la reine des neiges. Et il y a des contes qui sont en plusieurs épisodes, entre guillemets. Donc à vue de nez, je pense que par exemple la Reine des Neiges, il fera l'objet d'un seul vlog. Et il y en a d'autres en fait qui durent plus longtemps, enfin qui durent longtemps aussi comme ça. Donc on verra. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message si ça vous dit. N'hésitez pas à me donner des idées en termes de recueils de contes qui sont libres de droit. Donc je peux avoir par exemple en tête, je donne des noms comme ça, j'ai pas vérifié, mais en France on a Paul Féval, on a les contes de la mère Loy, on a les contes de Madame D'aulnoy, Perrault évidemment. Je pensais aller me promener aussi du côté des contes bretons régionaux. Il y a la comtesse de Ségur à voir. J'ai François-Marie Luzel, Paul Sébillot. Donc à voir. N'hésitez pas à me dire donc si vous avez des idées de ressources aussi. Ça ne sera pas forcément pour tout de suite parce que j'ai quand même une bonne quantité de documents, mais si vous voulez varier un petit peu, des contes peut-être d'ailleurs, des contes d'Amérique latine, de Russie, d'Australie, j'en sais rien, d'Afrique, mais des choses qui sont libres de droit parce que sinon j'ai pas le droit de les lire. Ou je peux les lire juste pour moi et vous en faire un update lecture, ce qui est possible ça aussi. Je pensais faire un petit update lecture, un de ces 4, sur les contes Brézou par exemple, donc Anatole Lebras notamment. Eh bien à tout bientôt, passez une très très bonne journée, un très bon week-end parce qu'on est samedi à la date où sera diffusé ce vlog lecture. Rêvez tout grand. À bientôt.